Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Pixel Sport. Aujourd'hui, on est là pour débriefer le 5e jour des compétitions des Jeux Olympiques. Comme d'habitude, beaucoup de choses à dire. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses, des choses très fortes, des choses historiques. On va pas pouvoir passer à côté de Léon Marchand qui a fait quelque chose d'unique dans la natation et tout simplement même dans le monde olympique. On va bien sûr parler de tout ça. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a un concours en ce moment qui se déroule sur mon Discord. Le lien est en description. Vous pouvez tous les jours miser sur le nombre de médailles qu'aura l'équipe de France le lendemain. Et les 3 plus proches auront un cadeau. Et puis ceux qui auront bien participé tout du long participeront à un tirage au sort pour d'autres lots. Donc voilà, j'en profitais pour vous rappeler ça. Lançons-nous dans le débrief de la journée. On n'est pas sur Twitch comme d'habitude. Je me suis mis offline pour des raisons de praticité. Je l'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude. Et on va commencer par la perle du jour et ben on est obligé de parler un peu de Léon Marchand. Comment passer à côté? Comment passer à côté de 2 titres olympiques en moins de 2 heures? Quelque chose d'unique, quelque chose qui n'a jamais été fait. On l'a beaucoup rappelé, même le grand Michael Phelps ne l'avait pas fait en individuel. Ça va être dur de dire des choses qui n'ont pas été dites sur Léon Marchand, tant on en entend parler énormément depuis un peu avant les JO. Pendant les JO, on attendait cette journée, elle avait été marquée. Déjà celle d'hier avec les 2 séries le matin, les 2 demi le soir qui étaient encore plus rapprochées. Là, les finales, en plus avec un podium entre les deux, comme il a gagné la première course de 200 papes, et ben il s'est retrouvé avec une cérémonie protocolaire entre les deux. Une Marseillaise, Novation, comment rester concentré dans sa course pour le 200 brasses qui suivait, là où il avait un petit peu plus de marge que le 200 papes qui était, je pense, quand même la course la plus incertaine des deux. De l'avis des spécialistes, c'était un petit peu ça. Attendez, je vous ai même préparé, hop là, voilà, on peut mettre la belle ligne droite. Donc je vais prendre 2 axes pour essayer d'être un petit peu original. Je vais vous décrire un petit peu les courses et je vais parler un petit peu, préparation mentale, en tout cas mise en condition pour ces deux événements. Donc déjà les courses, le déroulé, donc dans les 2 cas c'est un 200 mètres, donc des courses assez longues. Et puis la particularité c'est qu'on a des stratégies différentes. On a ceux qui partent très vite, qui tentent de résister jusqu'à la fin. Il y a ceux qui partent plus doucement et qui mettent tout dans le dernier 50. Voilà, on a vraiment, et puis d'autres qui sont un peu plus réguliers. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on a eu 2 schémas de course très différents. La première avec le Hongrois Milák sur le 200 papes, qui est clairement le roi de la discipline, hein, champion du monde, champion olympique, pardon, en titre, recordman du monde, il me semble bien. Et il est parti très fort. Il est parti très fort, le Milák. Il a longtemps eu 1 mètre, 1 mètre 50 d'avance sur Léon Marchand, qui vraiment, dans les commentaires, on disait il est en train de revenir, en train de revenir. Alors, ce que montrait la visualisation, c'était pas clair, c'était pas net. Il était toujours voilà, aux alentours d'1 mètre et demi. On n'avait pas vraiment l'impression que la remontada était en marche. On commençait à se dire, ok, Milák est peut-être fort. Et puis là, il y a eu ce dernier 50 qui clairement va rentrer dans les moments iconiques du sport. Et dans 10 ans, on en fera une image de légende, puisque ça a commencé par une énorme coulée qui lui a fait déjà reprendre à peu près la moitié de son retard. Une bonne reprise de nage, 2-3 bons coups de bras. Et puis là, Mila qui tourne la tête légèrement et qui voit Léon Marchand, alors que clairement, il avait beaucoup d'avance. Et là, on a senti un changement dans la course, peut-être un petit peu de crispation, mais en tout cas, Léon Marchand a continué à produire son effort. Et Milák s'est clairement baissé en intensité, ce qui disait que lui, il ne pouvait pas relancer, là où Léon Marchand est en train de relancer. Donc, il a peut-être encore plus craqué et Léon Marchand finit avec un bon demi-mètre d'avance. Donc, vraiment, une dernière ligne droite folle, un superbe retour. Et dans le 200 brasses, là, on a eu quelque chose de différent. C'est Léon Marchand qui est parti très vite avec son adversaire qui était plutôt du style à finir fort, lui, l'Australien, il me semble. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Le dernier 50 était beaucoup plus tonique, beaucoup plus rapide, mais il avait fait le trou, Léon Marchand, et il a tenu, et il touche avec pas mal d'avance, mine de rien. Je crois qu'il y a près d'une seconde.
record olympique dans les deux cas. C'était fou, c'était une soirée folle. Derrière, il y a eu le 100 mètres nage libre. Alors, malheureusement pour Maxime Grousset, c'est pas passé, mais on a vraiment été tendu jusqu'au bout parce qu'il fait un énorme premier 50. Il l'a dit, il a tenté d'enflammer la course un petit peu. Il est encore deuxième aux 80 mètres, et puis derrière, ça plafonne un tout petit peu ou ça accélère à côté, et puis il finit cinquième, mais vraiment à la touche, c'est extrêmement proche. Donc voilà, ça n'a pas fait l'apothéose totale, même s'il y avait une médaille d'argent un petit peu plus tôt, on en reparlera après. Mais voilà, Léon Marchand a fait deux courses hyper maîtrisées dans une soirée vraiment compliquée avec de la pression, des courses dures. Enfin voilà, c'est des longues distances. 200 papes, c'est compliqué. C'est pas dire que ceux qui font un 50 crawl, c'est facile, mais c'est beaucoup plus exigeant au niveau de la récupération. C'est quand même pas la même. Donc voilà, que dire qui n'a pas été dit. Incroyable, unique, iconique. En une soirée, il rentre dans le panthéon du sport français. Complètement, natation française facile en moonwalk, mais le sport français, il commence à toquer à la porte et dire ok, Fourcade Runner, il y a peut-être moyen de me mettre une petite chaise, un petit tabouret, un strapontin autour de la table, parce que dans pas longtemps, je vais commencer à grailler. Donc non, c'était une grande soirée. Je voulais donc un peu prendre l'angle préparation mentale. J'écoutais RMC et ils interviewaient son préparateur mental. J'ai mangé le nom là. Et c'était hyper intéressant, la façon d'aborder les choses. Peut-être ce sera l'occasion un jour d'en faire un dossier un peu plus complet sur la préparation mentale et sur comment les athlètes se préparent pour justement être prêts, dispo le jour J et donner voilà, le maximum de leur capacité au bon moment. Voilà, donc il y a certes une préparation physique, on en parlait pendant le live du triathlon. Voilà, se préparer au niveau de ses entraînements, des intensités, des durées, etc., pour que le jour J, votre corps soit au maximum de ses capacités. Donc c'est pareil, à l'occasion, on pourra en parler de comment préparer et aborder, et mettre en place plutôt, pardon, un pic de forme. Au niveau d'entraînement, quels sont les facteurs physiologiques qui font que c'est possible. C'est assez intéressant. Mais là, c'était vraiment au niveau mental, en fait, de le mettre dans des bonnes conditions, parce qu'il y a plusieurs choses. Pour lui, il arrive en France, il connaît la France, mais il connaît peu l'engouement qu'il y a autour de lui. Il a pu un peu le tester au championnat de France à Chartres. Mais bon, ça reste les championnats de France de natation. C'est un gros événement, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'il est en train de faire. Enfin, à chaque fois qu'il rentre dans la piscine, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui hurlent, qui crient, et on le voit à chaque fois qu'il rentre, il veut rester concentré, mais il a le petit sourire en coin parce que c'est juste épique. Ce qui se passe à la Défense, là, dans l'aréna, c'est incroyable. Il y a plusieurs journalistes qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Le bruit, la ferveur, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors je pense que quand on sera à Los Angeles dans 4 ans, on aura des trucs pour les Américains qui devraient titiller un peu. Mais voilà, c'est énormément de pression. Du coup, comment on aborde ça, toute cette ferveur, et comment on se met dans de bonnes conditions. Et c'était assez intéressant ce qu'il racontait. Je ne vais pas tout détailler, mais une des choses qui m'a vraiment marqué, c'est, et on est tous un petit peu comme ça, pour en avoir parlé à 2-3 occasions, enfin bref, en fait, on a tous des choses dans la vie, ce qu'on appelle notre carburant, notre moteur, bref, des choses qui font que on est bien quand on fait quelque chose, et ça nous coûte pas d'énergie, ça nous en apporte en fait plutôt. Je sais pas, par exemple, il y a des gens les gens qui sont pas à l'aise, qui sont plutôt introvertis, qui sont pas à l'aise quand il y a beaucoup de monde, etc. Ça leur coûte de l'énergie. À l'inverse, quand ils se retrouvent tout seuls, c'est plutôt fournisseur d'énergie, et voilà, et c'est plutôt bénéfique pour vous. À l'inverse, voilà, quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps avec sa famille, avec ses proches, etc. Si on lui en prive, ça va être compliqué, mais dès qu'il va être avec eux, ça va le rebooster, etc. Donc c'est pour ça. Et ça, en fait, ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que ce qu'il faut dans la vie, en tant que sportif de haut niveau, mais même nous personnellement dans le travail, c'est trouver des métiers qui font en sorte que on ait un bon équilibre entre ce qui nous coûte en énergie, parce qu'on ne peut pas avoir un travail non plus qui est 100% fournisseur d'énergie, mais voilà, que l'équilibre entre ce que ça nous coûte et ce que ça nous rapporte soit intéressant, voilà, pour avoir un bon équilibre, pour être
pour avoir une bonne santé mentale, etc. Si vous passez la journée à faire que des trucs qui sont très difficiles pour vous, vous allez rentrer, vous allez être exténué. Si au contraire, voilà, je sais pas moi, remplir des tableaux Excel, pour vous c'est très facile, ça demande pas d'effort et c'est comme une seconde nature. Et puis voilà, que ça vous plaît en fait, que vous trouvez un côté satisfaisant à remplir les choses. Je pris le tableau Excel complètement au hasard, mais voilà, l'idée c'est qu'il y a quelque chose de satisfaisant qui vous plaît, qui vous motive, et ben ça va pas vous demander d'énergie, vous allez rentrer le soir, vous allez être beaucoup plus disponible pour vos proches, pour vos loisirs, etc. Bref. Et donc, dans le sport de haut niveau, en fait, ça marche un petit peu de la même façon. C'est le préparateur mental. Lui, il disait, Léon, ce qu'il lui faut, c'est être heureux. En fait, ce qu'il faut, c'est que tant qu'il est heureux, voilà, ça lui apporte énormément alors, et puis c'est facile de dire heureux, mais parce que tout le monde veut être heureux, mais dans le sens, voilà, la bonne humeur, le sourire, ce genre de choses. Il y en a, ils ont besoin d'être concentrés, d'être dans leur bulle, d'être focus, d'être visage fermé, parce que c'est ça dont ils ont besoin, en fait. Et c'est quelque chose, je pense, qui a été assez long, qui n'est pas immédiat à comprendre. Et dans le sport et de façon générale, en fait, dans la vie, ça porte aussi beaucoup sur l'acceptation des différences et qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Et surtout au niveau de l'entraînement, et le gars disait quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est vraiment là-dessus que je voulais porter mon attention, c'est sur la façon de s'entraîner. Et effectivement, un sportif de haut niveau, c'est entre exigence et plaisir. C'est-à-dire que oui, le sport de haut niveau, c'est dur, il faut s'entraîner, il faut passer énormément d'énergie aux entraînements, à transpirer, à se faire du mal, à être dans la difficulté. Mais il faut bien allier ça à une notion de plaisir, en fait, sinon on se bute, en fait. Si à un moment on n'a pas le truc qui nous plaît, ça va pas. Et il y en a qui peuvent, je sais pas, on prend l'exemple le foot, qui peuvent taper des coups francs comme ça, sans cesse à l'entraînement, et taper, et ils trouvent de la satisfaction là-dedans. Il y en a, ils ont besoin à un moment, ou de faire du physique, etc. Il y en a un moment, ils ont besoin de toucher le ballon, de jouer, en fait, d'avoir un truc rigolo, de faire un taureau, je sais pas, de faire un concours de jongle, de faire des têtes. Il faut ce genre de truc pour vous nourrir, pour pas avoir que le côté déplaisant, comme on disait tout à l'heure pour notre boulot. On peut pas faire que des trucs difficiles et compliqués. À un moment, il faut un petit peu une carotte, quelque chose de fun. Et c'est vrai que pendant longtemps, je pense qu'on a considéré l'approche du sport en tant qu'observateur, et peut-être même dans les entraînements, comme de la souffrance, en fait, comme s'entraîner dur, voilà, s'entraîner dur, faire les choses, être le premier à la salle, partir le dernier, tout ça. On glorifie en fait ce genre de choses. Et il faut faire très attention parce que tout le monde ne fonctionne pas à ce moteur. Il y en a qui sont comme ça. Il y a des bourreaux d'entraînement qui s'éclatent et se rassurent à faire encore plus d'entraînement, faire la série de plus, faire l'heure de plus, faire la séance de muscu en plus. Ils ont besoin de ça. C'est comme ça qu'ils s'épanouissent, qu'ils disent si j'en ai fait un petit peu plus, ça me met en confiance, ça me met bien. En fait, il y a vraiment ce phénomène pour avoir entraîné des athlètes. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est ça qui leur fait du bien. Donc il ne faut pas, alors en faisant attention aux blessures, etc., à la fatigue, mais il faut leur donner ça, en fait, parce que c'est ce qui les motive, c'est ce qui leur permet de continuer à aller aux entraînements, de ne pas avoir un phénomène de lassitude. Là où, à l'inverse, il y en a un moment, ils ont besoin, oui, ils ont fait leur série, en fait, de faire la série supplémentaire, ça va pas leur apporter grand-chose, en fait. Il va plutôt falloir chercher quelque chose de différent pour donner ce petit plaisir, pour reposer un petit peu le cerveau et ne pas trop consommer, et à un moment avoir une lassitude, voilà, donc s'arrêter, se blesser, jeter l'éponge, etc. Donc je trouvais ça hyper intéressant comme il abordait ça, voilà, de discuter, donc c'est beaucoup avec des discussions, de trouver l'équilibre et comment on se met dans les bonnes conditions pour... je vais mettre comme ça, comment on aborde la compétition pour se trouver avec vraiment un équilibre entre ok, je fais ce qu'il faut être fait pour être prêt en termes physiques, etc. Mais à côté, je fais attention à ce que je garde justement cette petite détente, cette petite décontraction, ce sourire, tout ça. Ne pas se dire ok, il sourit sur le podium, il en a rien à faire. En fait, on peut des fois avoir ce genre de truc. On a l'image du sportif qui doit être concentré, focus, ne pas haranguer la foule, mais il perd de l'énergie à faire ci, à faire ça. Non, on voit bien, Roland Garros, il y en a, il célèbre les points en serrant les points en serrant le poing. Voilà, je trouvais que ça faisait une répétition, et il y en a, ils ont besoin, voilà, on voyait Nadal d'haranguer la foule, de mettre le poing en l'air, etc. Voilà, tout le monde ne se nourrit pas de la même façon, et je trouvais ça hyper intéressant comme il proposait ça, et comme justement on a comme vision un peu préconçue de dire non mais un sportif il doit être comme ci comme ça, et s'il fait ça c'est que c'est pas bien. Voilà, peut-être qu'on peut se tromper dans l'équilibre, peut-être que dans la détente certains parfois ils vont un peu trop et perdre de la rigueur à l'entraînement au profit d'un petit peu d'à côté.
Mais en même temps, voilà, ça reste des hommes qui, voilà, c'est pas facile de trouver cet équilibre. Et peut-être que s'ils avaient été plus à l'entraînement, ben, ça aurait été encore pire. Et au lieu de faire une cinquième place, on dit ah là, il est cinquième. En même temps, s'il n'était pas sorti en boîte le 12 avril, ben, peut-être qu'il en serait pas là. Oui, peut-être que s'il n'était pas sorti en boîte, et ben en fait, peut-être qu'il y serait même pas au JO. Et il faut bien faire attention. Voilà, quand on critique les performances ou quand on dit il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. On parle souvent voilà, des fameux tennisman, les quatre fantastiques qui n'ont pas réussi à prendre un grand chelem. Ah, mais ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Les quatre étaient tellement différents. Ça sera l'occasion d'en parler à l'occasion aussi. Mais voilà, c'est des équilibres qui sont très difficiles à trouver. Léon Marchand a mis le curseur d'une façon parfaite. C'était à la base un nageur exceptionnel depuis tout jeune, qui a un talent inné, mais qui a réussi, via toutes ses préparations physiques et mentales, à trouver l'équilibre parfait pour faire une soirée que tout le monde attendait. Extrêmement difficile physiquement, psychologiquement, mentalement, tout ce que vous voulez qui finit en ment. Et ben en fait, il était au rendez-vous et il a tout fait avec une course faite à l'arraché dans un 1,50 et une maîtrisée de bout en bout. J'ai envie de dire patron marchand. Ok, on va enchaîner. Est-ce que Léon, on t'aime bien, mais tu vas pas nous prendre non plus les trois quarts de notre débrief et on va enchaîner avec. Eh bien avec le coup de cœur des enfants et ça sera Anthony Jean-Jean. Le BMX, on avait vu un petit peu les filles il y a 2 jours. Voilà, on avait trouvé ça bon, ok. Et puis on a vu les mecs derrière et il faut avouer qu'il y a quand même un énorme de niveau en termes de tricks qui sont faits. Il y a forcément, voilà, quand on ne connaît pas et qu'on voit les hauteurs auxquelles ils vont, les nombres de tours qu'ils font avec les vélos, bon, il faut avouer qu'effectivement les mecs c'était extrêmement impressionnant. On voyait des figures vraiment folles et donc on a regardé avec attention hier la finale d'Anthony Jean-Jean qui était forte en émotion. Donc en fait ce qui se passe c'est que le premier run de l'Argentin, on a été scotché au canapé de la qualité du run et effectivement c'est le run qui sera champion olympique. Donc ça a tout de suite posé les bases, on ne savait pas à l'époque, mais les concurrents se passaient et la première run d'Anthony Jean-Jean et là il chute sur le premier trick, il fait une première figure, il accroche la structure. On se dit bon ok, c'était pas grave dans le sens où il a le droit à 2 runs et on prend le meilleur des deux. Mais on s'est dit ça va être tendu. Il y a eu beaucoup de chutes ensuite derrière, de favoris, etc. Et il a lancé son run et il a fait des trucs. Oh là 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 là, des sauts. Donc il y a du double salto arrière, des trucs qui n'avaient jamais été faits en compète. Vraiment, donc il y a au niveau de la précision et de la réalisation, il y avait quelques accros, mais au niveau de ce qui était proposé, de la technique et tout, c'était juste fou. Donc là, on voit évidemment cette magnifique photo parce que c'est près de la Concorde, donc il y a eu des super plans avec l'obélisque derrière. Enfin, c'était assez fou en termes d'image. Les enfants ont adoré. Malheureusement, ça ne sera qu'une 3e place. Bon, j'avoue que je n'y connais pas suffisamment en BMX pour dire que c'est un scandale. Certains disent que voilà, que l'originalité de ce qu'il a proposé n'a pas été récompensée à sa juste valeur. Écoutez, il était extrêmement déçu au moment des résultats, quand il a eu que la 2e place et puis finalement derrière il s'est fait gratter par un Anglais et puis quelques temps après il a dit bon c'est une super médaille, mais c'est vrai que sur le coup il pensait vraiment avoir fait un run qui lui permettait d'accrocher l'or. Malheureusement ça sera que le bronze, mais vraiment on a passé un super moment à regarder ça. C'était assez ouf. On va poursuivre avec la belle histoire et là on va parler de 2 choses qu'on a suivies en live hier, à savoir le triathlon. Voilà, je me suis essayé au commentaire live. C'était très sympa de commenter la course des filles ensemble, surtout que ça a fini par le titre olympique de Cassandre Beaugrand. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais voilà, donc vraiment une belle expérience à commenter. Un cadre magnifique et effectivement, comme on le dit depuis le début, la nage dans la Seine, le vélo au milieu de Paris, pareil la course à pied sur le parcours un petit peu similaire. Et puis voilà, une course chez les filles un petit peu plus, différente que chez les mecs. On va détailler un petit peu les 2 courses. Mais voilà, une natation gérée, rapidement le vélo en paquet. Voilà, c'est un peu ces formats-là avec le drafting autorisé. Donc on peut rouler tous ensemble en vélo. Ça a tendance à niveler un peu le vélo et de faire en sorte qu'il ne faut juste pas se faire éliminer ni en natation ni en vélo. Et puis derrière, ça s'explique à la meilleure en course à pied. Il y a eu beaucoup de chutes aussi chez les filles parce que le sol était encore bien mouillé. Les mecs ont été au sec. Il n'y a pas eu les orages et la grêle qui avaient été peut-être annoncés. On a pu nager aussi, c'était une news importante.
Mais bref, Cassandre Beaugrand, donc elles étaient 4 devant avec une autre Française, c'était Emma Léonie, il me semble. Euh, mais voilà, on sentait justement la deuxième française un petit peu dans le dur, un petit peu crispée. Cassandre Beaugrand plutôt à l'aise, mais pas forcément devant. Et c'est vrai qu'à un moment, j'étais un peu inquiet en live. Je dirais, elle est en quatrième position derrière, elle mène pas. C'est peut-être compliqué pour elle. Je sais pas, c'était dur de lire, même si sur le visage, elle avait l'air détendue. Et puis, à 1 kilomètre 5 de l'arrivée, elle a commencé à accélérer progressivement. Et puis, elle a fait le trou, et elle a bien tenu, elle a bien géré son effort. Il n'y a pas de souci, elle se connaît. Cassandre, ça fait près de 10 ans que c'est le top niveau mondial, qu'elle enquille les titres de championne du monde, championne d'Europe, comme des perles. Voilà, c'est un joyau du triathlon qui a débarqué sur la scène des plus grands à 18-19 ans, qu'on voit depuis le début en disant elle va péter dans les catégories jeunes. On avait bien senti qu'il y avait quelque chose. Alors moi, pour la petite histoire, Vincent Louis, j'ai fait des compètes de jeunes contre lui. Voilà, attendez, non. Non, c'était pas lui, c'était un autre, excusez-moi. C'est un autre qui était en même temps que Vincent Louis, et j'ai oublié le nom. Et justement, Vincent Louis, c'était dans la catégorie, du dessus, parce que moi, l'année où je dois commencer, je suis en cadet, un truc comme ça. Et cette année-là, c'est à Vincent Louis et en junior, et il éclate Enfin, il éclate. Il gagne pas, mais en tout cas, il fait une énorme place. Il éclate un bon paquet de seniors. Justement, c'était sa première année et il avait éclaté. Et nous, dans le club, on parlait beaucoup de Vincent Louis en disant non, mais ok, lui, ça va être un truc de malade parce qu'en fait, il est juste incroyable, quoi. Il avait un niveau en natation qui était. Pardon, c'est Aurélien Raphaël avec qui j'ai couru, pour ceux qui connaissent. Aurélien Raphaël, ce mec, je fais une parenthèse, je suis désolé de Cassandre Beaugrand, mais Aurélien Raphaël, ce mec a fait des championnats de France cadets. Donc on partait à 5 minutes après les juniors. Il est arrivé, ou 5 ou 10 minutes, je sais plus, il est arrivé avant des juniors. Il sortait de l'eau, dans l'eau, c'était exceptionnel. C'était une machine. Personne ne pouvait le suivre, donc il avait quasiment rattrapé. En vélo, il était un peu moins bon sur la scène nationale à cet âge-là, et en course à pied, c'était juste incroyable. Et il finit devant des juniors, quoi. C'était fou. C'était vraiment fou, ce mec. Et bref, et donc Vincent Louis, c'était, je crois, dans la catégorie juste au-dessus. Il faisait des dingueries, mais bref, peu importe. Cette parenthèse étant refermée, donc Cassandre Beaugrand, depuis les catégories jeunes comme ça, elle avait été repérée, et sur les tris, voilà, c'était, moi, j'ai souvenir d'avoir fait un ou deux où elle était là, c'était il y a Cassandre, etc. Donc grosse pression. Et puis donc Rio, elle était un petit peu jeune, c'était ses premiers jeux. Tokyo, malheureusement, elle avait crevé au début du vélo, donc course terminée. Voilà, comme avec crevaison, on peut quand même dire que c'est de la malchance. Mais voilà, et puis là, arrive à Paris, et puis effectivement, à Paris, galvanisé, pas de souci de chute à vélo, à une course à pied parfaitement maîtrisée, et ça gagne en patronne avec 5-10 secondes d'avance, large. Elle était grand sourire aux lèvres, c'était exceptionnel cette course, c'était fou à suivre en tant que triathlète. Ça fait bien plaisir. On va parler rapidement de la course des mecs, puisque voilà, un peu pareil, dans l'eau, vite gros paquet. Ils étaient une dizaine devant pour le vélo, et malheureusement le groupe de derrière est revenu avec un des immenses favoris, Wild, le néo-zélandais, gros cycliste qui a fait l'effort pour ramener son paquet, et gros coureur. Et puis Alexis était dans le premier groupe avec les Français. Les 3 Français étaient devant, roulaient, ont essayé d'empêcher Wilder de venir. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je pense que c'était la bonne strat à faire, d'essayer de le distancer, parce que s'il revenait, de toute façon, c'était plié. Donc il fallait lui faire des efforts derrière pour revenir. Ça n'a pas suffi, parce qu'après, réunion. Voilà, malheureusement, mauvaise transition, ce qui fait qu'ils ont pris 5 à 10 secondes de retard, qui a été assez... ces 10 secondes ont été assez fatales, puisque au final, ça a été compliqué de les refaire au début. Du coup, ils ont choisi de ne pas les refaire, parce que Alexis est parti comme une balle d'entrée de 10 bornes. Il part vraiment très fort, du coup, ils ne reviennent pas. Wild se fait distancer, on dit que Alexis va faire cavalier seul, et non, il craque un petit peu, en tout cas il temporise. Wild le rattrape, le double, lui met une belle avance, et là les Français, quand on se dit qu'Alexis est parti trop fort, c'est claqué, les Français reviennent. On a vraiment eu ça, Wild devant, Yi au milieu, les 2 Français derrière. C'était vraiment fou. Tout ça se tenait en une trentaine de secondes, avec Yi qui était un coup plus fort, un coup plus devant, un coup plus derrière. Et puis là on est à, je crois, 2 bornes de l'arrivée, 1 borne et demie, et là les Français sont vraiment à 30 mètres d'Alexis, et on dit ok, ils vont le rattraper.
Et là, il y a un virage qui se passe et Alexis, il fait une relance. Wild craque un peu, il revient sur Wild alors qu'on pensait que c'était fini. On était plutôt en train de se dire est-ce qu'on va pouvoir faire deux. Et là, il repart à l'attaque. Il dépose Wild qui est clairement, qui lui fait ce qu'il a fait au début. Quand Wild est passé sur Alexis, je pensais qu'il lui a mis un énorme coup au moral. Ben, il a fait pareil. Il s'envole, il va chercher le titre, donc deuxième titre olympique. Comme Alistair Brownlee, il a conservé son titre. Magnifique victoire. Wild deuxième. Et c'est Léo Bergère qui viendra prendre la troisième place chez les Français. Pierre Lecor fera quatrième. Donc superbe course des Français, une belle médaille de bronze. On n'avait pas eu de médaille en triathlon encore depuis son arrivée. Je crois que c'était à Sydney en 2000, peut-être 96 à Atlanta. Et les deux premières sont arrivées, une d'or, une de bronze. C'était exceptionnel. Donc voilà, j'ai fait long sur le hand, mais c'est mon sport, donc en même temps, c'est normal. On va se donner 5 petites minutes pour parler de ce qui a été zappé. Qu'est-ce que j'ai mis comme petite image? Et oui, j'ai mis Elohim Prony. Alors ça date pas des jeux. Cette image, si vous vous en souvenez, c'est les demi-finales des championnats d'Europe, le fameux tir sur le côté qui a permis d'égaliser. C'était fou parce que Elohim Prody a encore été le héros de l'équipe de France d'une façon différente. Mais le hand, il faut quand même qu'on en parle un petit peu. Alors, on avait choisi particularité, je ne sais pas si vous le saviez, mais le hand, il y a 2 poules de 6 et le pays hôte choisit la poule dans laquelle il va évoluer. On a choisi la grosse poule, la poule la plus forte, en se disant que de toute façon, fallait affronter tout le monde et puis que comme ça, comme il y avait le Danemark dedans, on ne les affronterait pas avant la finale. Bon, le problème, c'est qu'on a galéré contre le Danemark, on a galéré contre la Norvège, donc on a été à 2 défaites. Et là, on joue contre l'Égypte, qui n'est pas une petite nation du hand, mais la France se doit de gagner contre l'Égypte. Voilà, c'est un adversaire vraiment qui est à notre portée dans une compétition internationale. Il faut les battre, voilà, ça fait partie. On est les favoris, donc il faut y aller. Tant contre le Danemark, je veux bien comprendre. La Norvège, c'est pas non plus comme les filles incroyables. C'est un petit peu comme la Norvège, voire en dessous, quoi. Donc à un moment, avec les 2 défaites d'avant, on se réveille, on pose et on y va. On ne leur laisse pas de chance. Très mauvais début de match, bonne seconde mi-temps. Mais le problème, c'est que beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'échecs à quelques minutes de la fin. Et on rentre à 2 minutes de la fin avec 2 buts de retard. On arrive à en mettre un, on arrive à les contrôler, à faire des défenses. Ils font beaucoup de tourner la balle, donc les refus de jeu ont été un petit peu longs à siffler selon moi. Et là, il reste 8 secondes et on récupère la balle. Donc 8 secondes pour marquer un but, pour accrocher un match nul, même pas pour gagner, pour accrocher juste un match nul. Elohim Prandi se dresse, il voit qu'il est un peu pris et il fait une magnifique passe au pivot à l'intérieur qui l'attrape et qui marque. Donc un héros de façon différente. La passeur, voilà, il a su faire la bonne passe, sentait que le tir était pas bon et la passe était magnifique. Donc on arrache le match nul, ce qui nous maintient en lice pour la qualification. Il restera l'Argentine où là vraiment c'est encore en dessous. Donc là l'Argentine, il faut les éclater. Et j'ai oublié le dernier match, je crois que c'est la Hongrie. C'est pas si facile que ça. Donc on risque de jouer notre qualif sur la Hongrie, en tout cas notre classement. Donc voilà, l'équipe de France n'est pas morte. L'équipe de France devrait pouvoir aller en quart de finale pour rencontrer qui. Après, voilà, faut espérer que ça parle aussi de pic de forme chez eux en disant qu'ils s'étaient préparés pour être bons en deuxième semaine. On espère qu'ils y seront et on espère que ce sera bon. Mais voilà, le hand, c'est compliqué. C'est un petit peu, on pouvait faire un parallèle avec le basket. Basket, pareil, un petit peu de mal. La différence, c'est qu'ils n'ont pas rencontré de gros adversaires en basket, mais ils ont gagné leur match au moins. Mais voilà, les 2 équipes ne sont pas des plus rassurantes. Un petit mot sur le ping-pong. On a eu les 2 huitièmes de finale des frères Lebrun. Qui ont été assez cool. Alors Alexis Lebrun malheureusement s'est incliné contre vraiment c'était un Brésilien il me semble oui qui était ultra solide, qu'il a bien joué, serein dans les points importants. J'ai trouvé qu'Alexis se laissait un petit peu trop aller au niveau du body language comme on dit, voilà, de frustration, de dépit, tout ça. Il a un peu trop laissé montrer. Je sais pas si c'est quelque chose qui est habituel chez lui. Mais voilà, peut-être très tendu ou quoi, je ne sais pas. Mais c'était, ça a été compliqué. Il a gagné le premier set et puis derrière, il n'a pas réussi à s'en mettre. Non. Parlons de Félix parce que le match, il était fou. Félix Lebrun qui jouait contre un Allemand expérimenté, qui a plusieurs médailles olympiques. Je ne me ferai pas l'affront de prononcer son nom parce que je l'ai un peu oublié. Il était un peu compliqué de mémoire. Mais bref... très mauvais début de set à chaque fois, mais il les emporte 3-7-0. On se dit qu'ok, ça va gérer. Et puis là, il nous refait des mauvais débuts de set, sauf qu'il ne remonte pas. Et il prend des 11-3, des 11-6, des choses comme ça. Il perd le 3e set et là, on se dit, aïe, le momentum est complètement inversé. Mais à la différence de son frère, il ne laisse pas montrer grand-chose au niveau de la frustration ou quoi. Je le trouvais rester assez concentré.
Et là, il fait une entame de 7e set absolument folle. Il prend le large, 6-3, 7-3. Et puis, je crois que ça finit à 11-6 ou 11-7, mais il finit magnifiquement bien et il est en quart de finale. Et c'est pour aujourd'hui, les quarts de finale. On en parlera dans les choses à suivre. Mais ça, c'est cool. On parlait de nos compliqués. Kirpichnikova, deuxième sur le 1500 féminin. Pareil, c'était cool à suivre parce que, Cathy Ledecky, 8 millions de titres olympiques à son actif, etc., loin devant. Pas de soucis encore. Oui, derrière, c'était serré. Et on a eu très peur. Comme d'hab, le 1500, c'est du tempo. Et puis, dans les 100 derniers mètres, ça s'énerve un petit peu. C'est un peu là que tout se joue. Et effectivement, il y avait la française et puis les deux autres qui étaient pas loin derrière. Et on avait vraiment eu peur que ça revienne sur la fin. Et ça tient, parce que ça peut rapidement faire une 4e place qui fait bien rager. Et donc, on a eu une nouvelle belle 2e place. La moisson de l'équipe de France, on est 2e au tableau des médias. C'est juste qu'on a même été premier avant qu'il y ait le titre du français, du chinois sur le 100 mètres. C'est ouf. Le SAP par équipe, écoutez, c'était plutôt sympa à suivre avec des belles remontadas. On prend une médaille de bronze contre les Iraniens. On a perdu en demi contre l'Égypte qui était bien au-dessus. Mais voilà, on a encore une fois des jolis cris. Mais je voulais aussi parler du SAP par équipe, parler de la finale. Et ça va aussi avec le basket des USA qui jouait contre le Sud-Soudan. En fait, à un moment, alors le basket, non, mais le sabre, ils ont dû arrêter la finale. Parce que en fait, les gens regardaient la deuxième finale de Léon Marchand, et en fait, quand il a gagné, ça a hurlé dans le stade et personne ne comprenait pourquoi. Ça a été pareil en basket. Il y a Anthony Edwards qui a dit mais attendez, il regardait même pas le match. C'était fou. Il y a eu ça pendant un match de tennis aussi. Je crois que c'était la paire Alcaraz pour le premier titre de Léon Marchand. Un moment, il y a eu une bronca énorme dans le public. Donc voilà, Léon Marchand qui a pourri toutes les compètes du moment. C'était rigolo. Léo Bergère, Yi et Wild, la triplette, on en a parlé pendant la belle histoire. J'ai un peu digressé sur le triathlon. C'est vrai que j'ai oublié que je comptais en parler un petit peu plus bas. Écoutez, voilà pour cette journée. Encore beaucoup de médailles. On est très bien classé. Alors, il faut mange notre pain blanc, hein, clairement, la deuxième semaine. Et souvent beaucoup moins à notre avantage. Aujourd'hui, on a le début de l'athlé. Alors, c'est le 20 km marche qui commence. C'est pas les épreuves en stade encore. Ça sera dès demain, les épreuves en stade, avec le début du décathlon, avec toujours Kevin Mayer, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Au niveau du judo, ça approche de la fin, puisqu'on a les moins de 100 kg hommes et les moins de 78 kg femmes. Demain, ça sera les catégories reines, notamment avec Teddy Riner, parce que ce sera les toutes catégories, les lourds, je ne sais plus comment ils appellent ça, plus de 100 kg en tout cas chez les hommes. Donc voilà, et puis après, il y aura le par équipe aussi qui devrait nous rapporter de belles médailles. Au niveau de la natation, on va suivre parce que Léon Marchand, il va pas se reposer. Il continue avec les séries du 204 nage. Et puis, on aura l'arrivée de Florent Manodou pour le 50 mètres avec Maxime Grousset. Donc ça, on va suivre aussi parce que une grosse chance de médailles et on va bien les suivre. Au niveau de l'escrime, aujourd'hui, c'est le fleuret par équipe féminin qu'on va regarder. En espérant une nouvelle médaille. Tac. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Le handball, les filles, France-Angola, ça continue. Pour l'instant, c'est sérieux et c'est propre. Pareil, en basket, France-Nigeria, on va bien suivre ça parce que avec la victoire du Nigeria contre l'Australie, il va quand même falloir se méfier. Et si on le prend ce match, c'est l'écart quasiment assuré. Donc ça, c'est plutôt sympa et plutôt de bon augure pour la suite. On avait un petit peu de kayak, il me semble aussi. Vers 15h30 avec les mecs. Et je voulais parler d'une dernière chose. C'est aujourd'hui, il faut suivre. Alors, attendez, j'ai noté l'heure, mais je l'ai noté sur mon téléphone à un endroit. Je vais vous demander de suivre. Enfin, je vais vous demander, vous faites bien ce que vous voulez, pardon. Je vais vous conseiller de suivre la voile pour une bonne raison. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose d'assez historique. C'est Charline Picon. Le nom vous dit peut-être quelque chose. Elle était championne olympique de planche à voile il y a 3 ans à Tokyo. Ça fait partie des noms qu'on est tout content de l'entendre parce qu'on a une médaille d'or olympique et puis on l'oublie assez vite parce que faut bien avouer, la planche à voile, c'est pas ce qui passe tous les jours au JT. Donc on l'avait oublié, mais c'est vrai quand ils ont dit le nom à la radio, je me dis, ça me dit quelque chose, mais oui, effectivement. Et à 15h43, elle joue la course pour la médaille en skiff avec Sarah Steyert. Et écoutez, c'est quand même fou de faire de la planche à voile, d'être championne olympique et 3 ans plus tard pouvoir être championne olympique dans une discipline qui n'a pas grand chose à voir
au-delà du fait que c'est sur l'eau et que ça se sert du vent, c'est dingue ce défi. Ça comparait ça à vous êtes champion olympique de tennis de table et puis 3 ans après, vous faites du tennis, quoi. Oui, ok, il y a une raquette, il y a une balle sur un terrain, mais en fait, c'est pas du tout les mêmes techniques, le même physique, etc. Donc là, c'est pareil. Elle a commencé ça, sa coéquipière, elle disait, mais elle connaissait même pas les noms des cordes, des trucs, des machins. Donc c'est fou de se dire. Donc là, elles ont 2 points d'avance, il reste une course. Si elles sont devant leurs adversaires, la course compte double les points. Donc si elles finissent devant leurs adversaires, c'est championne olympique. Ça serait vraiment dingue d'être champion olympique 2 fois de suite dans 2 épreuves aussi différentes. Alors effectivement, c'est pas le handball et puis derrière du ball trap, hein. C'est le milieu marin, etc. Il y a des choses que vous pouvez transposer. Et quand même, niveau championne olympique, enfin, on parle de ça, quoi. On parle de choses vraiment différentes. Alors peut-être tennis et paddle ou squash, et encore que, ouais, si je pense quand même, il y a plus de ressemblance entre le paddle et le tennis qu'entre le tennis et le ping-pong. Donc si vous voulez, c'est peut-être plutôt ça. Mais voilà, il faut se hisser tout en haut du niveau mondial. C'est quand même lourd. Donc on va sur ça, 15h43. Peut-être une nouvelle médaille, peut-être une nouvelle médaille d'or. Toujours derrière nos bleus à fond qui nous offrent des jeux exceptionnels. On a tous les jours beaucoup de médailles. C'est hyper plaisant à suivre. Il y a des magnifiques épreuves dans des magnifiques cadres. Ça fait très béni oui oui de dire ça, mais franchement, là, c'est vraiment des superbes journées de passer. En plus, avec du monde sur Discord pour discuter avec les copains et tout. Et les copines. Et c'est génial, c'est génial. Passez à tous une bien bonne journée de sport et on se retrouve, je pense, ce soir pour le débrief parce qu'on fera un peu de grande arène sur les héros de la galaxie pour ma première chaîne Pixel Pop et puis après, on fera le débrief de la journée. Ciao à tous.